Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 140 si je ne m'abuse. J'ai l'impression qu'il faudrait le fêter, je sais pas, 140, c'est un chiffre plutôt cool. Dans tous les cas, comme d'habitude pour l'actualité technologique et informatique de la semaine, vous avez un lien, ou plutôt une table des matières dans la description, comme ça vous pouvez aller voir sur le sujet qui vous intéresse le plus directement. Après évidemment, je vous conseille de regarder tous les sujets parce que je les ai sélectionnés pour qu'ils soient intéressants. Premier sujet, vous avez dû le voir, j'ai sorti une vidéo normalement hier, si tout s'est bien passé, je ne sais pas. En tout cas, j'ai sorti une vidéo sur un petit peu comparaison spec PlayStation 5 et Xbox Series X. Je n'ai pas encore les commentaires parce que je tourne cette vidéo avant qu'elle ne sorte. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je ne sais pas si les gens se sont battus dans les commentaires en mode oui, je préfère la PlayStation ou je préfère la Xbox. J'espère que c'est pas devenu une guerre ou un cimetière pour la bataille, on va dire, des consoles parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'était juste de comparer. Donc euh, au final, c'est en rapport avec la news des specs de la PlayStation 5. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Je parle grandement des specs, qu'est-ce que ça veut dire derrière, la comparaison par rapport à un PC, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui est plus marketing, qu'est-ce qui est moins marketing, et aussi, notamment aussi du fait de la rétrocompatibilité qui, selon moi, influencera pas mal cette guerre des consoles next-gen. Dans tous les cas, je vous la mettrai dans la description. N'hésitez pas à aller la voir. Une autre news en rapport, par contre, que je voulais montrer un petit peu, qui était intéressante, c'était qu'on avait notamment... déjà, on voit le SSD propriétaire ici qu'utilisera Microsoft juste derrière. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais surtout, on avait une vue éclatée de la Xbox Series X. Et même carrément Austin Evans ici, qui a fait une vidéo, il s'amusait à la remonter en quelque sorte. Bon, il a monté pas réellement, parce qu'il y avait des trucs, à mon avis, à connecter par-ci par-là. Mais bon, et du coup, c'était plutôt intéressant parce qu'on voyait un petit peu déjà le système de refroidissement, le fait qu'il y a bien l'alimentation intégrée à la console. Donc ça, c'est assez important selon moi parce que c'est bien d'avoir une console compacte, mais s'il y a une énorme brique derrière, ça gâche un petit peu le truc. On avait aussi du coup ouais, le système de ventilation, je pense que c'est le plus important, enfin refroidissement. Donc ça marche de la manière suivante. Il y a un espace en dessous, l'air passe par en dessous, rentre par en dessous, passe à travers ce radiateur. Visiblement, il y a aussi de la place pour que ça rentre par derrière ici un petit peu aussi, donc ça c'est plutôt important. Passe à travers le radiateur, passe aussi à travers l'alimentation qui est juste ici, pour information. Donc ça passe un peu à travers toute la console, ce sandwich littéralement. Et puis le ventilateur en fait est là en mode ce qu'on appelle pression négative. Ça veut dire que au lieu d'absorber de l'air et le pousser dans quelque chose pour refroidir, il absorbe l'air qui est déjà passé dans quelque chose pour le refroidir et l'expulse en dehors du PC. C'est ce qui est utilisé pour information dans certains trucs très compacts souvent, certains PC, vous pouvez vous amuser à setup votre PC pour qu'il soit en mode pression négative, mais c'est moins populaire, soyons honnêtes, que la pression positive. C'est aussi ce qu'utilisait Apple sur son Mac Pro, le 2011, contrairement au nouveau Mac Pro qui lui utilise de la pression positive justement, donc il envoie de l'air à travers tout. C'est deux philosophies différentes, mais dites-vous que utiliser correctement, ça devrait donner des bonnes performances. Il y avait aussi un PC comme ça, c'était le Corsair One de chez Corsair, qui est très aussi orienté pression négative, où vous avez deux radiateurs de chaque côté, un gros ventilateur au-dessus, et ça prend l'air à travers les deux radiateurs des deux côtés. Un point intéressant toutefois par rapport à ça, j'étais juste étonné par la taille de refroidissement qui est assez grand, hein, on l'a vu avant, mais genre il pourrait être plus gros en fait. Il pourrait le faire plus long, certainement et tout, et ils le font pas. Donc ma théorie, c'est que, et j'en parlais dans l'autre vidéo, c'est que peut-être s'ils le rendent plus grand, la résistance de l'air augmente. Ça veut dire que le ventilateur a plus de mal de faire rentrer l'air par ce côté-là, et que du coup, augmenter juste la taille du radiateur n'augmente même pas les performances parce que peut-être que le flux d'air diminue. Donc on a plus de surface d'échange de chaleur, mais le flux d'air diminue, du coup ça équilibre, peut-être. Je suppose qu'ils ont dû faire des tests. Il y a aussi le fait que ben, ça coûte de l'argent de faire ça, c'est beaucoup de cuivre hein, quand même. Donc peut-être que aussi c'est ce qu'il y a de plus économique. Mais un truc par contre que je vois directement, et je peux vous le dire, c'est que cette console est extrêmement facile à watercooler. Genre vous avez juste à faire un trou sur le côté là, deux tubes qui rentrent, un waterblock ici, c'est fini. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc je peux vous le garantir qu'il y a des gens qui vont le faire. Linus Tech Tips, c'est sûr et certain, ils vont le faire. L'alimentation aurait toujours besoin d'elle, du ventilateur sur le côté qui fait sortir l'air.
Mais je suppose que si vous aviez un bon système de water cooling, la console serait déjà certainement très silencieuse et le ventilateur n'aurait pas besoin de tourner très vite. Donc ouais, bref. Ça veut dire aussi que cette console pourrait être couchée sur le côté. Ça, c'est intéressant parce que... Et ils l'ont montré aussi, il y a un trou dans le ventilateur qui permet, même si le dessus de la console est bouché par quelque chose, genre vous avez mis un livre par exemple dessus, il y a un trou qui permet à l'air de quand même sortir et pas endommager le ventilateur, donc ça c'est plutôt cool. Mais du coup, vu que ça utilise la pression positive comme ça, vous pourriez certainement coucher la console d'un certain sens. Il faudrait faire attention évidemment à ce sens-là. Et l'air passerait comme à travers. Bon, en sortant, l'air s'accumulerait sur le côté, mais ce serait pas hyper grave, honnêtement. Donc, ouais, ce serait, à mon avis, possible de la mettre sur son côté. Pour ceux qui auraient pas trop de place dans leur meuble ou autre chose, c'est possible. À voir s'ils vont fournir peut-être des petits pieds que vous pouvez mettre sur un seul côté de la console pour le faire ou autre chose. J'espère qu'ils le feront. Je pense que ce serait positif pour tout le monde. Un autre truc, et je pense que je le mettrai à part dans la table des matières, c'est par rapport aux deux GPU qui sont utilisés dans les deux consoles. Du coup, il y a quelque chose d'assez intéressant et pour les PC ici. C'est le fait que, bah, encore une fois, ça utilise l'architecture RDNA 2 de chez AMD, qui est la nouvelle architecture qui est une version, c'est la version 2 littéralement de l'architecture que vous avez dans les 5700 XT et tout ça. Donc, elle devrait être plus performante et tout. Mais un des trucs très intéressants, c'était le fait que il y avait une particularité, c'est que la PlayStation 5, elle, a moins, on va dire, de puissance brute, ou plutôt le GPU est plus petit, mais elle a une fréquence beaucoup plus importante. Et là, ça monte jusqu'à 2230 MHz. Et pour information, euh, il y a les 5700 XT n'atteignent clairement pas 2200 MHz. Donc, ça veut dire que peut-être qu'AMD a réussi à bien améliorer la fréquence que vous pouvez tirer de ces cartes graphiques. Donc, ça veut dire aussi que même s'il faisait l'équivalent d'une 5700 XT, elle pourrait peut-être monter tellement plus haut au niveau de la fréquence que ça la rendrait beaucoup plus puissante. Et comme c'est utilisé dans une console, je suppose que niveau consommation, ça doit être raisonnable aussi. Parce qu'évidemment, ils ne vont pas mettre une carte graphique qui consomme 300 watts dans une console. Ce serait de la folie. Surtout que c'est tout compact et tout. Donc ouais, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça veut dire que AMD, visiblement, a amélioré suffisamment son processus, ou l'architecture, ou même le processus et tout ça de gravure, enfin plutôt ils ont vu avec TSMC, au point même qu'ils peuvent augmenter autant la fréquence. Et ça va être intéressant pour vous si vous êtes sur PC, parce que ça veut dire que peut-être que oui, la prochaine architecture, ou plutôt les prochaines cartes graphiques AMD, seront beaucoup plus puissantes, tout simplement, ou beaucoup plus efficaces au niveau énergétique. Et ça, c'est un point assez important. Ensuite, une autre news au niveau de DirectX 12, qui est en rapport justement avec la news sur la Xbox et la PlayStation 5, un petit peu en quelque sorte. Je l'ai mis plus tard dans le Texama Show, donc je le remettrai peut-être au début du Texama Show. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de problème au niveau temporel. Ça ne devrait pas faire bizarre. Dans tous les cas, DirectX 12 Ultimate, qui est en gros une nouvelle version de DirectX 12 qui tourne sur la Xbox Series X, tournera aussi sur PC. Et en gros, cette version Ultimate du DirectX 12 apporte le ray tracing déjà, donc le full ray tracing, donc peu importe la carte graphique que vous avez, pouvoir faire du ray tracing avec cette API. Pour information, c'est un petit peu au final Microsoft qui avait déjà lancé la mode du ray tracing au final, parce qu'ils avaient déjà commencé à mettre en place le fait de pouvoir faire du ray tracing avec le DirectX, pour info. Mais là, c'est vraiment supporté pleinement, donc ça permettra aux possesseurs de cartes AMD, tout ça, et de cartes Nvidia actuelles, même les RTX, de pouvoir avoir du RTX, pas juste fourni par Nvidia ou AMD, carrément fourni par Microsoft. Et ça donne aussi aux développeurs un outil pour mettre du ray tracing dans leur jeu, sans pour autant utiliser une carte graphique Nvidia ou AMD. Ils peuvent juste mettre de manière générale pour tout le monde, donc ça c'est plutôt cool. On a aussi le Mesh Shaders. Le Mesh Shaders, c'est une technique de rendu assez intéressante qui permettait de booster les performances dans certains cas, notamment quand vous avez des objets assez complexes. Donc voilà, après je ne suis pas un expert là-dedans, je vais être très honnête. Donc je vous invite à aller vous renseigner là-dessus. Très intéressant, soyons honnêtes. Donc voilà un petit peu une utilisation du Mesh Shaders. Donc il y avait aussi encore... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait d'autres petites fonctionnalités par-ci par-là qui étaient assez intéressantes aussi.
Mais en gros, ouais, il y a des trucs très intéressants dans cette version du DirectX 12. Et normalement, elle devrait être similaire à la version Xbox Series X. Donc, ça veut dire que certains jeux faits sur la Xbox devraient tourner sans trop de problèmes sur PC aussi. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, ouais, hâte de voir ce que ça donne. Et hâte de voir si ça permet vraiment d'avoir des meilleures performances ou autre chose. Donc, ouais. Il y a quelques démos qui sont sorties Nvidia. Il y avait aussi une démo AMD qui était un endroit pour information. Vous voyez là, il y a l'explication du Mesh Shaders pour ceux qui sont intéressés. Vous avez le lien dans la description. Mais ouais, très intéressant. Ensuite, on a eu le lancement papier, c'est comme ça qu'on l'appelle, des Ryzen 4000. Donc, c'est les processeurs, on va dire, basés sur Zen 2 mobile de chez AMD. Donc, malgré qu'ils sont en 4000, ce n'est pas les futurs processeurs qu'on aura à la fin de l'année sur Zen 3, qui sera la prochaine architecture de processeurs de chez AMD. Donc, il faut en tenir compte. Donc, ils sont l'équivalent d'un 3700X et tout ça, mais version mobile. Et d'ailleurs, c'est vraiment l'équivalent, bon, peut-être pas au niveau fréquence, mais c'est l'équivalent au niveau spec, parce que c'est des processeurs jusqu'à 8 cœurs, 16 threads, à 3,3 GHz pour le plus gros, c'est le 4900H, et un boost à 4,4 GHz, mais il faut le confirmer, ça c'est pas tout à fait sûr. Il y a aussi une partie graphique intégrée, et tout ça dans une enveloppe thermique de 45 watts. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. On a aussi le 4800H qui lui est un peu plus bas niveau fréquence. On a un 4600H en Ryzen 5 qui lui serait 6 cœurs 12 threads. On a aussi des versions HS qui elles sont orientées performance mais aussi genre enveloppe thermique réduite. Donc là elles sont à 35 watts. Donc vous voyez qu'ils sacrifient à peine pas grand chose au niveau fréquence honnêtement pour avoir quelque chose qui, je dirais même, enfin même c'est assez étonnant parce que le 4800 HS a une meilleure fréquence que le 4800H, donc c'est un peu bizarre. Mais du coup là, ce serait plus pour les PC portables, certainement haut de gamme, mais très compact. Donc par exemple le ROG Zephyrus ou par exemple la gamme aussi chez MSI comparable, ou peut-être même le Razer Blade par exemple, s'ils en utilisent un processeur AMD. Très intéressant. Et on a aussi la gamme U qui, du coup, là, c'est des enveloppes thermiques de 15 à 25 watts. Il y a deux modes. Ça dépend du constructeur d'ordinateur portable. Ils peuvent choisir par eux-mêmes en mode oh, on a un meilleur châssis pour refroidir, on le met en mode 25 watts. Ou alors, non, nous, on est plutôt très mobile, on le met en 15 watts. Et là, du coup, c'est des processeurs avec des fréquences évidemment beaucoup plus basses. Après, comparé à ce que fait Intel, c'est pas si bas que ça. Parce que, pour information, Intel n'a pas vraiment de processeurs weaker qui sont à 3,3 GHz de base sur ordinateur portable. Peut-être qu'avec des boosts et tout ça, quand on leur permet, quand ils sont bien refroidis, ils peuvent l'atteindre. Mais de base, ils n'y sont pas. Du coup, là, le truc, c'est qu'AMD, et c'est assez bizarre à dire, mais AMD a un avantage de fréquence. Genre, AMD aurait des meilleures fréquences que les processeurs Intel mobile. Et pour ceux qui le savent, sur PC fixe, jusqu'à maintenant, le dernier avantage d'Intel, c'est qu'ils ont des meilleures fréquences que les processeurs AMD. C'est leur dernier avantage. Vous leur retirez ça, il n'y en a plus. Il n'y en a vraiment plus. Et donc là, ben, il n'est plus là. Il n'est vraiment plus là, en fait. Donc d'un point de vue performance, on va certainement se retrouver avec des portables, des ordinateurs portables basés sur ces processeurs AMD qui seront plus puissants que des versions Intel. Et ça, c'est très intéressant, évidemment, parce que, soyons honnêtes, Intel domine tellement le marché, et c'est le cas sur le... Le truc, c'est que depuis 2017, ils ont de la concurrence pour les PC fixes, mais sur ordinateur portable, si vous voulez un bon ordinateur portable, vous prenez toujours un processeur Intel. Mais maintenant, ben, vous allez avoir le choix. Et ça va être très intéressant. Du coup, oui, vraiment curieux de voir ce que ça va donner parce que c'est un lancement papier. Donc, il y a des slides que vous pouvez trouver avec plein de chiffres de performance et tout ça, mais c'est des chiffres de performance donnés par AMD. Donc, je suppose qu'ils ne sont pas évidemment traficotés, mais ils ont pris évidemment les benchmarks qui mettaient le plus en avant les performances de leurs processeurs. Toutefois, ils étaient quand même assez honnêtes parce qu'ils montraient que notamment au niveau batterie, ils montraient que les processeurs, donc Ryzen, étaient plus efficaces niveau batterie en charge, mais quand vous ne faites rien sur le bureau, vraiment, genre l'ordinateur juste ne tourne à rien, les processeurs Intel étaient quand même plus performants. Pourquoi? Parce qu'Intel a quand même un petit peu d'avance là-dessus. Ils ont des meilleures technologies de réduction de la fréquence pour vraiment genre
Quand l'ordinateur fait rien, la fréquence du processeur diminue tellement en fait qu'il consomme presque rien en fait. Donc là, Intel a toujours un avantage. Il faut le tenir compte. Par contre, il s'amusait à blaguer, c'était assez marrant. Bon, évidemment, il se lance des petites piques, hein. Mais la blague qu'il faisait à AMD, c'est qu'il disait que Intel était doué pour ne rien faire. En gros, techniquement, c'est vrai quand on y pense dans ce sens-là. Mais bon, bref. Très impatient de voir ce que ça va donner. J'essaye de décoder un ordinateur portable, justement, avec un de ces Ryzen pour le tester directement, le comparer. J'ai un ordinateur avec un des derniers processeurs mobiles de chez Intel aussi. Bon, j'ai pas les tout derniers, mais ce sera quand même intéressant de voir la comparaison, parce qu'au final, ils sont très similaires chez Intel d'une génération à l'autre ces derniers temps. Voir la comparaison juste d'un point de vue performance, pure CPU, aussi voir ce que ça donne au niveau génération de chaleur aussi, de bruit et tout ça. Ce sera très intéressant à voir. Donc ouais, très impatient. Et du coup, on verra bien. D'ailleurs, oui, j'avais précisé, mais ils sont à 45 watts, mais ils peuvent descendre jusqu'à 35 watts, mais monter aussi jusqu'à 54 watts, hein, ces processeurs ici de la série H, parce que c'est un peu ce que fait aussi Intel aussi. Quand ils sont en boost, ils montent plus haut niveau puissance, on va dire. Donc c'est un lancement papier. Ça veut dire que... Enfin, c'est un lancement papier. C'est plutôt genre, ils sont disponibles, mais il n'y a pas encore d'ordinateur portable disponible. Il y en a certains en précommande de ce qu'ils disaient et tout ça. Donc, en gros, il va falloir quelques semaines, surtout avec l'actualité de ce moment. Il va falloir quelques temps avant qu'ils arrivent vraiment. Donc, tenez-en compte. Vous n'allez pas en voir un demain dans votre supermarché. Même si vous allez au supermarché, c'est pas pour acheter un ordinateur portable. Surtout en ce moment. Prenez du PQ, mais pas de trop. Hein. Juste un paquet par personne, parce que c'est trop sinon. Qui a besoin de 3 paquets de PQ, franchement? Enfin bref. Ensuite, autre news totalement différente, Apple a annoncé ses iPad Pro, c'était attendu, comme ils avaient annulé leur événement en ligne, ils ont même annulé au final la présentation et tout ça, ils ont juste mis à jour le site, ils ont posté 2 vidéos YouTube, ils étaient en mode voilà. Et du coup, ils ont lancé le nouvel iPad Pro et aussi un nouveau MacBook Air qui est intéressant niveau spec, il a plus de stockage, il a maintenant des processeurs jusqu'à 4 cœurs de chez Intel et tout ça, donc c'est intéressant. Après, je trouve que les MacBook Air souvent sont encore un peu chers. Mais bon, bref. L'iPad Pro aussi est un peu cher en réalité. Mais il y a des trucs intéressants avec cet iPad Pro. Au final, c'est moins une upgrade que ce qui était attendu, notamment au niveau du processeur, qui est du coup un A12Z. Donc pour information, l'iPad Pro de 2018, donc il y a 2 ans, avait un processeur A12X. Donc là, c'est une version meilleure, je suppose. La grosse différence, c'est qu'il y a un 8e core GPU, c'est-à-dire qu'il y a un GPU un petit peu plus grand. Mais sinon, apparemment, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment d'énormes différences. Donc, il faudra voir ici. Par rapport justement à l'A12X qu'il y avait sur les iPad Pro de 2018. Là où ils ont fait vraiment une plus grosse amélioration, c'est au niveau des capteurs caméra à l'arrière. Bon, si vous prenez des photos avec votre iPad, c'est un crime contre l'humanité, mais il y a des meilleurs capteurs photos, il y en a 2. Et le troisième, contrairement à ce qu'on croyait au niveau des rumeurs, c'est un capteur LiDAR. Donc c'est les mêmes choses que vous avez dans les voitures qui conduisent d'elles-mêmes, sauf les Tesla. Et du coup, ça vous permet de littéralement, je ne sais pas si le monde, mais bon, ça vous permet de, par exemple, faire ce genre de choses où vous pouvez, bon, en réalité, il y a les trucs derrière. Ah non, oui, ils testent avec ce meuble-là. Donc ça vous permet de scanner une pièce en 3D et de mettre, par exemple, des meubles virtuels et voir ce que ça donne à travers l'écran de l'iPad. En mode, oh, j'aime bien cette armoire, ça donne plutôt bien, je vais la commander. Ce genre de truc. Donc c'est pas pour tout le monde, soyons honnêtes, mais c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Il y avait d'autres trucs qui montraient tout ça. Ça pourrait être très intéressant pour ceux qui veulent, pour ceux qui travaillent beaucoup dans la 3D et qui veulent scanner des trucs en 3D, parce que peut-être que le capteur sera tellement précis que vous pourrez vraiment scanner des trucs, les transformer en objets, et peut-être même, imaginez, vous scannez un truc, par exemple, oh, j'ai besoin d'une nouvelle coque pour ma clé USB, vous la scannez avec ça, et puis après, ça vous donne un fichier que vous pouvez imprimer avec votre imprimante 3D et refaire exactement la même chose à la même échelle et tout. Ça pourrait être très intéressant si on pouvait faire ça. Après, il faudra avoir des tests. Franchement, il faudra avoir des tests s'il est vraiment ultra précis ou si c'est juste plus... Ah, c'est précis, mais on va dire en termes de millimètres, pas en termes de plus bas que le millimètre. Bon, si c'était précis au millimètre, ce serait déjà pas mal précis en vrai. Mais bon, dans tous les cas, on verra bien. Ça, c'était un des gros changements.
Pour le reste, honnêtement, il change pas vraiment. Le seul truc qui change, c'est que dans la dernière bêta d'iOS, c'est iOS 1.13.4 pour information, non 13.4 plutôt, je sais pas pourquoi je dis 1.13, ça doit être Minecraft. Vous avez le support du trackpad et aussi des souris techniquement. Et du coup, ben, ils ont annoncé un nouvel accessoire qui est le Magic Keyboard. Et comme vous pouvez voir, c'est un clavier qui d'ailleurs fait flotter un peu l'iPad ici. C'est un clavier avec trackpad. Donc le voilà, ici, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est la vue sur le côté. Ça, c'est la vue de un petit peu du haut. Et bah, c'est intéressant parce que maintenant, ça donne vraiment l'impression d'être un remplaçant d'un Ultrabook. Surtout les Ultrabooks, pas un ordinateur portable full ou autre chose, mais ça, c'est clairement un concurrent à un Ultrabook ici. Surtout que maintenant, vous avez un vrai trackpad pour faire des choses avec et tout ça. Vous avez le full clavier aussi, c'est normalement un meilleur clavier aussi, ça c'est important, avec du rétroéclairage et tout. Donc on arriverait vraiment, et puis le fait que ça tient comme ça par défaut, on arriverait vraiment à l'équivalent au final, oui, d'un ultrabook quoi. Et pour certaines personnes, ça pourrait être très intéressant. Après, le grand problème de cet accessoire, c'est qu'il coûte 300 balles. Donc vous êtes en mode, what? C'est le prix de l'autre iPad. L'iPad le moins cher qui existe dans la gamme Apple coûte 300 et des euros. Donc c'est voilà, ce clavier trackpad coûte aussi cher qu'un autre iPad, c'est pour dire. Donc ouais, à voir si ça vaut vraiment la peine. Il est compatible aussi d'ailleurs ce Magic Keyboard, il est compatible avec les iPad Pro 2018, donc ça c'est plutôt cool quand même. Bon, selon moi, c'est même, j'ai envie de dire, oh, c'est cool, mais non, c'est plutôt, c'est ce qui doit être fait, en fait. Parce que soyons honnêtes, l'iPad n'a pas vraiment changé, c'est exactement le même. On a deux tailles, 11 pouces, 12,9 pouces. Pourquoi ce serait pas compatible? Ce serait stupide, en fait. Donc, ouais, c'est le strict minimum, en fait, qu'on doit demander que ce soit compatible. Bon, c'est à peu près tout. L'Apple Pencil, il n'y en a pas de nouveau ni rien, donc c'est une petite mise à jour, soyons honnêtes. Il y a des rumeurs comme quoi ils vont faire il y a plein de rumeurs comme quoi ils vont faire une version 5G au niveau fin d'année, qu'il y aurait un nouveau processeur bien plus performant et tout ça. À voir, je sais pas. La raison pour laquelle, principale personnellement, pour laquelle j'en parle, c'est que selon moi, c'est la première fois qu'on a vraiment une tablette mobile qui entre en concurrence vraiment directe maintenant avec des ultrabooks. Parce que jusqu'à maintenant, ouais, l'iPad était puissant, mais il avait beaucoup de trucs qui. C'était pas un ultrabook encore. C'est c'est une très bonne tablette, mais c'est un mauvais ordinateur d'un point de vue de ce que vous pouvez faire. Pas d'un point de vue performance, mais d'un point de vue de ce que vous pouvez faire. Là, ça permet de lui permettre de faire plus de choses. Maintenant, il faudra voir aussi si les développeurs prennent parti de ce trackpad. Pour information, il y a aussi des constructeurs, notamment Logitech, qui ont fait une version beaucoup moins chère de ça. Évidemment, ils l'ont fait différemment. Ils l'ont fait plus en mode surface tablette avec un kickstand derrière. Et du coup, vous avez aussi un trackpad. Donc, tenez compte que oui, il y a des constructeurs qui font des versions alternatives qui seront moins chères et peut-être même plus intéressantes. Mais ouais, dans tous les cas, moi je trouve ça intéressant. C'est pas pour tout le monde, clairement pas. Mais on commence à voir un petit peu vous voyez, cette bordure. Avant, il y avait clairement une frontière entre tablette et ultrabook. Et maintenant, cette bordure est en train de devenir floue. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que les tablettes deviennent plus puissantes et arrivent même au niveau des ultrabooks. Et ouais, c'est intéressant. Ensuite, une news par rapport, je ne vais pas prononcer le nom aussi aux démonétisations, par rapport au malware humain, on va l'appeler comme ça, oui. Ce n'est pas une news, je ne suis pas là pour vous parler de ce qui se passe, tout ça dans le monde. Je suis plus là à vous parler d'un point de vue informatique, notamment le fait que le nombre de personnes qui. Alors oui, ça c'est un hacker. Ça ressemble à ça un hacker. Les hackers, ils ont toujours des drôles de masques, ils ont des lunettes avec des reflets de trucs de lignes de code dedans. C'est comme ça qu'on voit les hackers. Je peux vous dire qu'un hacker ne ressemble pas du tout à ça, certainement. Il ressemble à peu près, à mon avis, à n'importe quelle personne qui aime bien utiliser les ordinateurs. Genre, aucune différence. Enfin bref. Dans tous les cas, avec la hausse du télétravail et tout ça, il y a aussi une hausse du phishing, des tentatives de hack à distance. Bon, la plupart du temps, le hack, c'est pas vraiment du hack en réalité. C'est plus genre envoyer un mail avec une pièce jointe infectée, ce genre de choses. Et la plupart des gens ne font pas suffisamment attention. Falsifier des mails et tout ça pour ressembler à un site officiel et tout.
c'est à la hausse, évidemment, parce que ben, déjà, une partie de ces hackers sont à la maison, certainement, et en temps normal, ils travailleraient. Donc, voilà. Et puis, tout simplement, comme il y a beaucoup de gens qui sont vraiment devant leur PC en mode télétravail, ben, il y a plus de cibles potentielles. Donc, ouais, faites attention à vous. Il y a une hausse là-dessus. Il y avait aussi un autre sujet qui est un petit peu en rapport. C'est le fait que c'est un sujet qui... enfin, c'était en rapport avec les hôpitaux au début. Puis, il y avait aussi des craintes qu'avec le nombre de personnes qui sont à la maison, ben, Internet serait trop surchargé. Vous voyez, les réseaux Internet en France, en Belgique et tout ça seraient trop surchargés. Et j'ai regardé pas mal à ça. Et honnêtement, enfin, le truc, c'est qu'il y a des réseaux qui doivent être surchargés dans certaines parties de la France, certainement. Et c'est surtout dû au fait que ben, les opérateurs n'ont pas prévu assez, tout simplement, au niveau charge et tout ça. Après, tenez compte que même si c'est une situation exceptionnelle, il y a déjà eu des situations similaires qui a permis de voir aux opérateurs s'ils n'étaient pas trop, voilà, trop surchargés dans certaines zones. Notamment ben, les jours où il ne se passe rien et qu'on est en soirée, que tout le monde est à la maison et peut-être que il y a un mauvais temps dehors, donc personne n'est dehors en train de faire quelque chose, ou peut-être on a une saison où très peu de personnes sont sorties, on a une période de l'année où peut-être il n'y a aucune vacances. Il y a déjà eu des cas, il y a de temps en temps des cas similaires pendant une soirée ou même pendant plusieurs soirées d'affilée où mais tout le monde est à la maison et il y a beaucoup de gens sur leur ordinateur et tout ça. Donc, tenez compte que on a déjà eu des situations qui stress testaient pas mal un petit peu les réseaux Internet et même les réseaux, euh, on va dire, en France et en Belgique et tout ça. Mais on est quand même pas, enfin, on est quand même à un niveau supérieur ici, hein, genre vraiment qu'on n'a jamais vraiment atteint. Surtout que maintenant, ben, beaucoup de gens regardent Netflix et tout ça, ça utilise beaucoup de bandes passantes et tout. Donc, il y a une réelle crainte sur le fait, et c'est une crainte qui, selon moi, mérite d'être adressée sur le fait que oui, peut-être que bon, on va trop utiliser Internet et qu'il y a des réseaux Internet à certains endroits de France qui vont carrément céder sous la pression. Il y a une nouvelle vidéo d'Hyposvox, très intéressante comme chaîne. Enfin bref. Mais du coup, tenez compte que ce ne sera pas forcément toujours le cas partout. Et honnêtement, il y a plus de marge qu'on ne le pense dans beaucoup d'endroits. Par contre, il y avait quand même un truc assez important, c'est le fait que certains hôpitaux sont dans des régions de France où les connexions ne sont pas forcément les meilleures, où il y a trop de gens. Et certains hôpitaux ont du mal à utiliser Internet tout simplement à cause que tout le monde est à la maison en train d'utiliser Internet. Et le truc, c'est que bon, si vous vivez en plein milieu de la campagne, vous n'avez rien à faire. Vous, c'est pas comme si vous allez changer quelque chose, soyons honnêtes. Mais si vous habitez beaucoup en ville, surtout près d'un hôpital et tout ça, et même aussi de manière générale, en fait, c'est bon, éviter de laisser tourner des vidéos pour rien du tout ou des streams pour rien du tout. Peut-être au lieu de regarder en 1080p, regardez en 720p pour aider un petit peu. Il y a YouTube et Netflix qui ont mis en place des choses pour réduire la bande passante chez tous les utilisateurs. Donc ça veut dire que si vous êtes sur Netflix ou YouTube, vous avez dû peut-être voir une petite diminution de la qualité parce que tout simplement, ils ont diminué la bande passante. Ils n'ont pas changé les résolutions. Vous pouvez toujours regarder en 4K même. Mais ils ont diminué la bande passante. Pourquoi? Encore une fois, pour réduire la charge. Mais voilà. Donc si vous pouvez, faites un effort. Ça ne fait pas de mal. Surtout pour les hôpitaux. Après, je l'avais dit en stream, mais personnellement, selon moi, ce n'est pas normal qu'en 2020, tous les hôpitaux de France et même de Belgique ou peu importe, de tous les pays où ça devrait être le cas, ce n'est pas normal qu'ils ne soient pas tous raccordés à la fibre optique et qui n'ont pas, on va dire, une priorité au niveau des connexions. Ce n'est pas normal. Enfin bref. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. Petite news vite fait de la chaîne. J'ai enfin acheté un système de micro sans fil. J'ai suivi pas mal vos recommandations. J'ai regardé. En réalité, j'avais déjà pas mal regardé de mon côté, je vais être très honnête. Mais j'attendais de voir un peu des recommandations de tout le monde. On m'avait suggéré pas mal des systèmes sans fil de Sennheiser qui sont honnêtement vraiment intéressants. Mais j'ai regardé des tests en ligne et le système de Sennheiser sans fil, surtout le plus petit qu'ils ont avec des trucs très arrondis, quand il est sorti, il était très intéressant. Mais le truc, c'est depuis, ben, il y a Rode qui a sorti une version avec des tout petits boîtiers qui offrent une meilleure batterie au final, qui sont très compacts et qui donnent même, pour certaines personnes, le disent, c'est que la qualité paraît meilleure au niveau qualité justement de transmission et sinon qualité du micro de manière générale. Donc j'ai pris le Rode. Donc voilà à quoi ça ressemble justement. Donc c'est un tout petit boîtier. Donc ça c'est par exemple le petit boîtier que vous allez mettre accroché à votre poche. Il y a même techniquement, bon ça peut dépanner, mais il y a un micro à l'avant aussi. Donc vous pourriez juste l'accrocher à votre col comme ça et puis t'es en mode oh
je fais mon interview, blablabla, hein, avec ce micro-là. Bon, c'est pas le meilleur micro par contre, donc voilà. Donc vous avez quand même un jack, et puis vous pouvez brancher un micro cravate tout simplement. Donc ça, c'est un micro de Rode aussi. C'est le Lav Mic. C'est celui qui normalement vous branchez dans un iPhone, mais vous avez un adaptateur pour le brancher quand même dans n'importe quoi d'autre. Donc, voilà. Surtout que les iPhones n'ont plus de jack. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Donc ce produit est un petit peu useless ces derniers temps. Mais bon, vous l'accrochez évidemment, même chose, à votre col. Et puis vous mettez ça à travers votre t-shirt ou autre chose. Et puis vous l'accrochez, il y a un petit clip à votre poche par exemple, ou à votre ceinture. Et comme ça, vous avez un micro sans fil. Et l'autre boîtier, derrière, je l'ai sur mon appareil photo actuellement, mais l'autre boîtier fait exactement la même taille. Il y a même un petit écran pour vous dire, hey, c'est connecté. Vous voyez le niveau aussi en parlant. Donc, c'est plutôt cool. Et vous avez un jack, lui, en sortie pour aller vers, par exemple, votre appareil photo. Ou moi, par exemple, vers ma carte son, par exemple, pour faire un stream ou autre chose. Donc, ouais, très compact. USB type C pour le chargement et tout. Donc, ça, c'est cool. Et honnêtement, j'ai déjà testé un petit peu. Marche très bien, franchement. Je vais le tester plus en détail dans des vidéos et tout ça, futures vidéos de Texama. Parce que jusqu'à maintenant, j'utilise ce micro-là qui, quand même, quoi qu'il arrive, soyons honnêtes, me donnera toujours la meilleure qualité parce que c'est le Shure SM7B, c'est un excellent micro. Et les micro-cravates, évidemment, il y a toujours une limite à ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils sont tout petits. Et voilà, forcément, il y a une limite physique à ce que vous pouvez faire avec un micro qui est vraiment petit. Mais on peut quand même avoir une qualité, surtout pour YouTube et pour du stream, qui est largement suffisante, même meilleure que beaucoup de gens. Je dirais même, c'est au final assez étonnant de voir la qualité qu'on peut avoir avec un tout petit micro comme ça. Vous voyez, il est tout petit. Et des fois, la qualité exécrable qu'on a avec des casques qui ont pourtant un micro qui est plus gros que ça. C'est pour dire. Au point même, si vous regardez PewDiePie, les casques Razer sont... Ouais, les casques Razer n'ont jamais de très bons micros, soyons honnêtes. Les micros des casques Razer sont toujours très bof. Et c'est marrant parce que PewDiePie a fait pas mal de vidéos par le passé où il accrochait littéralement un micro-cravate à son micro Razer pour avoir une meilleure qualité, c'est pour dire. Donc ouais. Euh, Pourquoi il n'y a aucun constructeur de casque gamer qui n'a pas dit hey, je vais juste prendre ça et le mettre sur voilà, un bras micro ou autre chose. En réalité, c'est aussi dû au fait, je vais être très honnête, la plupart du temps, la qualité des micros est mauvaise parce qu'ils font trop de traitement du son. Ils s'amusent à réduire le bruit ambiant d'une manière ou d'une autre. Ils font tellement de traitements sur le son que c'est juste... Voilà, un peu comme j'ai fait une review sur le Logitech Pro X et c'était assez bien le cas, c'est que la qualité du micro est bonne, mais ils s'amusent tellement à process dans le logiciel que la qualité devient mauvaise, au point même qu'il faut désactiver les trucs qu'ils activent par défaut. Donc ouais, voilà, bref. Donc ouais, petite news rapide ici pour vous dire que normalement j'ai un bon système audio maintenant sans fil, qui va me permettre, en plus la batterie dure quand même très longtemps, je pourrais faire tout un live sans problème, c'est pour dire. Ça va me permettre d'avoir une meilleure qualité pour certaines vidéos Texama où je pourrais me permettre de bouger plus et pas être toujours devant le micro en mode parce que les vidéos Texama que j'ai fait jusqu'à maintenant, ben, je faisais en sorte d'être toujours devant le micro ici pour avoir la meilleure qualité possible. Parce que selon moi, le son, c'est très important. Donc ouais. Bref, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, comme j'ai dit, sur les specs PlayStation 5, Xbox Series X. C'est assez intéressant selon moi, après avoir. Et c'est à peu près tout. Donc ouais, on va dire bon amusement à la maison si vous êtes coincé à la maison. Bon courage à ceux qui doivent aller travailler. Et merci encore une fois d'avoir regardé ce Texama Show aussi. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour ne pas manquer les prochaines vidéos et d'activer la petite cloche. Ou voilà, vous faites ce que vous voulez aussi. Ciao!